séance du conseil municipal. Donc, on va démarrer par l'appel. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard est absent. Il m'a donné son pouvoir. Edith Bagarre. Présent. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présent. François Franier. Présent. Virginie Génaud. Jonathan Villers. Présent. Colette Mansuy. Jacques Lamblin devrait arriver. Marie Viroux. Joël Dissangros. Christian Flavenot. Michel Bosch. Benoît Talot devrait arriver. Pierre-Jean Courbet est absent. Il a donné pouvoir à Benoît Talot, donc arrivée de Jacques Lamblin. Claude Bailly m'a annoncé qu'elle serait là. Catherine Duchesne. Stéphane de Cugis. Valérie Didier. Caroline Thomas est absente. Elle a donné son pouvoir à Laurie Périssé. Ludovic Chaumet est absent. Il a donné son pouvoir à Jonathan Villers. Laurie Périssé. Alexandra Hugo, Geoffrey Mérez-Volo, Nolan Bartel, Pascal L'Huillier, Anne-Marie Di Marino est absente, ou devrait arriver. Ah oui, effectivement, je l'ai sur une feuille et pas sur l'autre. Ok, parfait. Madame Bertozzi devrait arriver, j'imagine. Thibaut Valois, Laetitia Saucé, Stéphane Ludwig et Christelle Viveau est absente. Ajouter le pouvoir du coup. Ça marche. Bien. Donc, nous allons démarrer par le secrétaire ou la secrétaire de séance. Marie, est-ce que vous êtes toujours partante pour être secrétaire de séance? Ok. Donc, qui est contre la candidature de Marie Viroux? Qui s'abstient? Marie, vous êtes élue comme secrétaire de séance. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à parler, Marie, hein. Approbation du PV du 10 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non? Donc on va pouvoir voter l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est voté à l'unanimité. Ensuite, deuxième sujet, c'est les décisions donc, que j'ai prises depuis tout l'été, en fait, depuis le 10 juillet. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, Monsieur Valois et après Michel Bosch. Oui, bonsoir, merci. J'avais une question par rapport à la décision se rapportant au versement d'une subvention à un commerce d'un montant de 719 €. Je souhaitais avoir communication à la fois des critères d'attribution de ces subventions et une rétrospective de ce qui a déjà été effectivement attribué sur les 3 dernières années, si c'est possible, sur ce dispositif. Alors, vous imaginez que j'ai pas la rétrospective. Non, mais qu'on fais la demande. une note pour le communiquer à l'ensemble du conseil municipal, comme à chaque fois qu'il y a une question qui est incomplète, une réponse, pardon, du coup, qui est incomplète. Juste, il y a un règlement de terrasse qui existe depuis de nombreuses années, parce que je m'en souviens, je m'en étais occupée, je ne sais plus si c'est le premier ou deuxième mandat. Et donc, les commerçants qui respectent la charte du mobilier extérieur, bien évidemment, en harmonie, par exemple, on interdit maintenant, alors je ne ferai pas de pub, mais ce qui existait il y a une quinzaine d'années, vous savez, les parasols aux effigies de différents vendeurs d'alcool, je vais dire, ou non alcoolisés d'ailleurs. Voilà, ces genres de choses avec des meubles beige, gris, enfin que tout soit à peu près propre. Donc on vous communiquera le règlement et puis les montants des 3 dernières années. Okay. Michel Bosch. Merci beaucoup, Madame le maire. J'ai été interpellé par plusieurs personnes dont... Là, on est sur les questions là. Est-ce que c'est un rapport avec... Non, mais est-ce qu'on pourra en parler après alors? On en reparlera à l'issue du conseil municipal. Là, on est sur les décisions que j'ai prises par le maire. D'accord, merci madame. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les décisions que j'ai prises? Non. Donc, on va commencer la première délibération, donc qui concerne le domaine communal.
Donc c'est moi qui vais vous la présenter. Donc je vais faire une synthèse des deux délibérations parce que vous avez compris qu'elles sont parfaitement liées. Donc, dans le cadre de sa stratégie de développement de l'attractivité et de l'amélioration du cadre de vie, la ville de Lunéville a souhaité valoriser l'ancienne friche industrielle Fischer d'une emprise d'environ 11 hectares. Cet ensemble industriel désaffecté a été acheté en l'état par la ville à l'établissement public foncier Lorraine à l'époque, qui s'appelle Grand Est aujourd'hui, le 29 juin 2007. Afin que les travaux de dépollution puissent être soutenus financièrement, il fallait impérativement présenter un projet aux financeurs. Dès 2020, la ville a pris la tâche de l'armée, et plus particulièrement du 53e RT, voisin du site, et je le rappelle, deuxième employeur de la ville, afin de nouer un partenariat en vue de la réhabilitation de l'ensemble Fischer. Les services de l'armée ont manifesté leur intérêt pour ce projet qui, à terme, permettra d'une part le regroupement du 53e RT sur le même site et d'autre part la consolidation du régiment à Lunéville en accueillant entre autres du matériel Serval dans de nouveaux hangars dimensionnés pour ces équipements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dès lors, des aménagements fonciers pouvaient aussi être envisagés. À partir de 2021, la ville s'est fait accompagner par un cabinet d'études, donc chargé d'étudier la faisabilité du projet. Plusieurs diagnostics et investigations ont été réalisés sur les eaux souterraines et le gaz de sol pour vérifier que les eaux souterraines ne polluent pas et le gaz de sol également. Un plan de gestion a été validé par l'ADEME en juillet 2023. La dépollution portait sur un montant de travaux de 1 100 000 € hors taxes, soutenu à 55% par l'ADEME. L'ADEME, je vous rappelle, c'est un représentant de l'État, pour un montant de 610 000 € et 25% par la région Grand Est pour un montant de 270 000 €. La ville a financé, quant à elle, donc 20% du montant total, soit 220 000 €. En même temps, en juillet 2023, un accord de principe a été scellé entre la ville et le ministère des Armées, actant le regroupement et la consolidation du 53e RT sur le site Streuil de Beaulieu après aménagement foncier. Ça, c'était vraiment la condition. L'aménagement foncier, c'est la dépollution. Pour rappel, ce programme est un des principaux investissements prévus par la loi de programmation militaire 2024-2030 pour l'armée de terre. Le coût de l'opération actualisé par le ministère des Armées est estimé à 43 millions d'euros. Et sa réalisation est planifiée entre 2028 et 2032 CF, conformément à un courrier que Thibault Bazin a reçu donc du ministère des Armées. Aujourd'hui, la dépollution étant terminée depuis quelques mois, il convient à la ville donc de procéder aux échanges fonciers. Donc, j'ai rappelé l'historique. Donc, concrètement, et là, vous l'avez sur le plan, la ville va rétrocéder la zone nord du site Fischer, donc environ 5,5 hectares. Donc, vous avez, on a refait un plan avec les contours parce que vous avez tous les numéros des parcelles sur la délibération. Donc, au moins là, vous avez une vue d'ensemble de ce qui va être rétrocédé. Afin donc, je le rappelle, que le régiment puisse étendre son emprise pour à terme construire ses fameux hangars et ateliers, et donc la ville va rétrocéder pour le montant de 836 145 €. On va vendre au ministère des Armées. En contrepartie, la ville va acquérir un terrain appelé terrain de manœuvre du Champ de Mars, situé avenue du 30e groupe de chasseurs. Donc, la surface, c'est 24 843 exactement mètres carrés, et le montant est de 372 645 €. La signature, et vous l'avez vu sur les objets de délibération, c'est ce qui, j'ai demandé à ce que ce soit bien précisé, la signature de l'acte de vente sera conditionnée à la signature de l'acte par lequel l'État, le ministère de l'Armée, achète à la ville un terrain de 55 000 mètres carrés, destiné donc à permettre à l'extension de
quartier Treuil de Beaulieu. Ce terrain, ainsi que la partie sud de la zone Fischer, constitueront des réserves foncières qui seront maîtrisées par la ville, parce que la ville va être propriétaire. Elles pourront ainsi, si besoin, dans l'avenir, impulser une nouvelle dynamique de développement, une nouvelle dynamique, et là, Marie, la sonnerie de Marie, une nouvelle dynamique de développement urbain. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter sur ces deux délibérations. Bien évidemment, si vous avez des questions, je suis prête, avec l'équipe, à y répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ces deux délibérations? Parce qu'on va les passer, bien évidemment, l'une après l'autre pour le vote. Mais comme elles sont étroitement liées, il me semblait important de les présenter en même temps. Eh bien, écoute, Gérald veut intervenir, donc je te donne la parole. Oui, c'est pas. Merci, madame. C'est pas vraiment une intervention, c'est quand même une décision qui est de haute importance, parce que, rappelez-vous, il a fallu se battre, tous ensemble d'ailleurs, pour conserver l'armée à Lunéville. En 2008. En 2008, c'est une cité cavalière par excellence. Et puis, comme vous le disiez, Madame le maire, c'est effectivement des emplois, mais c'est aussi un aboutissement concret. Quand on parle, par exemple, de 43 millions d'investissements, ça veut dire qu'il y a une pérennité assurée pour l'armée ici, dans notre cité. Ça veut dire aussi des retombées économiques. Ça veut dire aussi des commerces qui fonctionnent. Et bien sûr, tous des sous-traitants ou tout ce qui est afférent à cela. C'est aussi faire travailler des entreprises de travaux publics. Donc, n'oublions pas que ça, c'est tout bénéfice. Et en plus, c'est gagnant-gagnant. On assure une pérennité, on a un terrain, et puis nous, c'est sur un site où, finalement, ça nous arrangeait que l'armée reprenne et s'installe définitivement ici. Donc, je tenais à préciser que ce n'est pas rien, cette réussite. Bravo. Merci, merci Gérald. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Benoît Tallot. Merci. Sans doute ai-je raté quelques étapes. Mais lors des discussions préliminaires, j'ai toujours eu en tête que le terrain rétrocédé, c'était le parking. Le parking utilisé par le personnel du 53e RT, qui est le long de l'ancienne route nationale qui va à Chanteux. Et cette zone-là me semblait tout particulièrement intéressante d'un point de vue urbanistique, afin d'assurer une jonction entre Chanteux et Lunéville. La tendance actuelle, c'est de boucher les dents creuses. Donc le site Fischer, heureusement, va être occupé par le 53e RT. Donc on va avoir une continuité sur les côtés pairs de la route. Mais du côté impair, on va encore garder cette zone, ce no man's land, sauf s'il y a un projet qui émerge. Alors, dans l'estimation des domaines, on voit que il y a une zone en vert et une zone en bleu, en orange de mémoire. Donc, les domaines ont parfaitement identifié cette partie, ce parking qui est à la fois sur Lunéville et Chanteux, et qui me paraissait tout à fait intéressante d'un point de vue urbanistique, plutôt que de construire, j'allais dire, en deuxième corps de bâtiment, enfin, d'aménager une zone pavillonnaire qui va être derrière les bâtiments qui existent déjà, pour lesquels sans doute une impasse sera construite, à moins qu'il y ait un retour par du côté de la Croix-Rouge. En fait, d'un point de vue urbanistique, je trouvais que le parking était beaucoup plus intéressant. Sachant qu'en plus, cette zone-là se trouve
dans l'axe du château, du Champ de Mars, même si de nombreuses constructions ont été faites dans cet axe, ce que je regrette, pour garder la perspective depuis le château. Mais bon, je trouve que créer une zone pavillonnaire à cet endroit n'était pas ce qu'il y a de plus heureux. C'est ma première question. Je vais répondre à toutes les questions en même temps sur ce dossier, comme ça, on va pas y revenir. Donc si vous avez d'autres questions, Monsieur Talot, je suis prête à les noter, puis je répondrai globalement du coup. On y va. Dans ce projet, il n'est rien dit, en tout cas je ne l'ai pas entendu, de ta part, Catherine, de ce qui allait devenir ou advenir du reste de la zone Fischer. C'est dit. Alors je ne dis pas que vous n'en avez pas parlé, les uns et les autres, je dis que moi je ne l'ai pas entendu. Donc il serait intéressant aussi d'avoir une projection. Là aussi, cette zone est un peu compliquée. Alors, le devant de la zone Fischer, le long de la voie nationale, était pollué, mais l'arrière se trouve coincé, enfin, va se retrouver coincé entre la voie ferrée d'un côté et le 53e RT, ce qui n'est pas de nature à faciliter l'accès à cette zone. Voilà. Donc, je peux avoir aussi quelques idées et on peut échanger sur le sujet. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur le sujet? Monsieur L'Huillier. Alors, je vais faire comme Benoît Talot, je vais prendre mon temps. Je crois que je suis un des seuls à avoir travaillé chez Fischer ici. Pendant 1 an et demi, je suis travaillé chez Fischer, en 1976. Dans une entreprise un peu florissante quand même, hein, pour l'époque. Très florissante pour l'époque, avec des constructions sur des refroidisseurs qui alimentaient une partie des centrales atomiques. Et d'autres, entre autres. Et je trouve un peu dommage que ce soit encore les concitoyens qui payent la restauration d'un friche industriel. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça se passerait. Parce que, effectivement, les entreprises, si tant est qu'il devait y en avoir qui viennent à Lunéville, je pense qu'on leur demanderait de participer avec leurs bénéfices à la remise en état du terrain. D'ailleurs, quand vous êtes propriétaire d'un terrain individuellement, on vous demande, si vous vendez le terrain, on vous demande, ou un appartement, on vous demande de le mettre en état de manière à ce qu'il soit vendable. Moi, je trouve, voilà, on se retrouve aujourd'hui, 30 ans, presque 40 ans après, avec un bon nombre de friches industrielles qu'on est obligé, nous, en tant que concitoyens lunévillois, de remettre en état avec des sommes quand même qui sont relativement importantes. Je ne sais pas où est passé l'argent, hein, je ne peux pas m'en soucier aujourd'hui. Enfin, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, c'est bien, les entreprises qui ont fonctionné à Lunéville sont parties, Fischer, voilà, après défaut de gestion, hein, je sais pourquoi ils sont partis, hein. Donc on n'est pas là pour discuter de ce défaut de gestion. Trelor, c'est un peu la même chose, hein, les fonds de pension américains, on connaît l'histoire, enfin tout le monde la connaît, j'y ai bossé aussi. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ça doit être moi qui l'ai fait fermer, je crois. Hein, EDF, c'est rien, mais EDF, bon. Ça va aller, hein, mais bon, en vrai, les entreprises Fischer, je suis pas parti mécontent, Jacques, tu m'écoutes, j'en suis pas parti mécontent, parce qu'à l'époque, chez Fischer, j'ai perdu pratiquement 30% de mon audition. Ah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection, les CHSCT voulaient pas en entendre parler, d'ailleurs, on les a enlevés depuis les CHSCT, mais bon, ça c'est un autre débat, ce sera plus politique. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, si un jour, vous êtes encore au pouvoir, et qu'il y a un industriel qui, par bonheur, viendrait sur Lunéville pour s'installer, il faudra quand même lui faire penser que s'il pollue, eh ben il dépolluera.
Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous ferai part de mes remarques plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur le sujet? Non? Eh bien, écoutez, du coup, je vais conclure en répondant aux questions. Est-ce qu'on peut avoir le document à l'écran de l'avis des domaines où il y a le fameux... voilà, merci. Si on peut le mettre un peu plus grand, ce serait, en voyant le plan, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, en fait, vous avez compris, ce qu'on va racheter, c'est la partie verte. Et donc, Monsieur Talot nous proposait de racheter plutôt la partie beige, orangé, on va dire. Donc, il y a juste... alors moi, je vois pas les chiffres d'ici, je suis désolée, mais il y a, si quelqu'un peut me les donner au grossir... hein. Non, mais c'est pas les secteurs, c'est les surfaces qui m'intéressent. Ben, vous voyez que la limite de Chanteux, voilà, qu'il y a plus de 30 000 m² qui sont sur la commune de Chanteux. Enfin, moi, qu'on soit clair, racheter des terrains de la commune de Chanteux pour ensuite proposer des constructions, pour que la commune de Chanteux encaisse du foncier, je vois pas réellement l'intérêt. Juste comme ça. Il vaut mieux que ce soit à terme, si il y a des constructions sur la parcelle qui est verte aujourd'hui, que ce soit la commune de Lunéville, pour les générations à venir, hein, je ne parle pas immédiatement, puisse encaisser du foncier. En plus, l'armée a besoin du parking. Donc, je vous rappelle que ce dossier-là, il a travaillé en lien avec l'armée. Donc, si l'armée nous dit, moi j'ai besoin de parking, en plus du parking dont il y a 30 000 m² sur la commune de Chanteux, ça me pose pas réellement de soucis. Concernant la deuxième partie donc de la zone sud de Fichères, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ces terrains, donc ce terrain vert et la zone sud, sont des... D'ailleurs, je vais le répéter, ce terrain, donc celui qu'on va racheter, ainsi que la partie sud de la zone Fichères, constitueront des réserves foncières maîtrisées par la ville, vu qu'elles appartiendront à la commune de Lunéville. Elles pourront, dans l'avenir, impulser une nouvelle dynamique si besoin. Donc, et moi, si on peut voir l'autre, je vous embête un petit peu là avec les plans, mais le plan de la zone sud du coup, on voit que attenant donc à la future éventuelle, mais dans l'avenir construction qui est sur la zone sud, elle est déjà protégée par un merlon le long de la voie ferrée. Donc, il protège du bruit. Et puis, quand vous regardez un petit peu plus loin sur la gauche, hein, et même sur la droite d'ailleurs, vous avez déjà des constructions, donc le long de la caserne, qui sont un quartier. Ce quartier est plutôt un quartier résidentiel où les gens n'ont pas réellement de soucis à avoir la caserne près de chez eux. Donc voilà. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais je ne pense pas qu'il y aura de soucis majeurs dans l'avenir. Par rapport au coût, Monsieur L'Huillier, je ne peux être que d'accord avec vous que les collectivités, malheureusement, sont, entre autres sur ce site-là, mais il y en a un autre à Lunéville, hein, qui est le site Roc, sont en charge. Moi, je parle des sites qui sont gérés par la commune. Hein, Trélor est géré Oui, mais là, il n'appartient pas à la commune, celui-là. Je parle des deux sites qui appartiennent à la commune, aujourd'hui Fichères et Roc. Ce sont des entreprises qui ont malheureusement fermé. Alors, vous n'avez pas travaillé chez Roc, rassurez-moi. Ok, bon, voilà. Sérieusement, je vous rappelle le coût. On va, ce que j'ai mis dans l'explication et ce qui est dans les délibérations d'ailleurs, on vend pour, je vais arrondir, 836 000 €. On rachète pour 372. Le calcul, le solde pour la ville en positif est de 464 000 €.
Le coût des travaux de la ville, 220 000 euros. Alors, quand on est aidé par l'État et par la région, on est bien d'accord, c'est les collectivités qui payent. Mais comme vous avez dit pour les Lunévillois, c'est pour ça que je voulais faire la remarque. Pour les Lunévillois, c'est plutôt une bonne affaire, même si par les autres collectivités, c'est les impôts de tout le monde, on est bien d'accord. Juste, mais pour la commune, c'est positif. Juste comme ça a été racheté via l'EPF en 2007 sur un terrain qui n'a pas été complètement dépollué. Et c'est l'erreur qui a été faite, je suis désolée d'insister, c'est d'acheter une commune qui achète des terrains pollués. Il faut surtout pas s'engager là-dedans. Moi, je peux vous dire que je ne m'engagerai, je me serais pas engagée là-dedans, parce que c'est normalement le pollueur-payeur qui doit dépolluer. Alors, voilà. Et en 2007, ça n'a pas été le cas. Voilà. Je le rappelle juste parce que c'est important. Et chez Rox, c'est pareil. Et chez Rox, c'est pareil. Ce qui veut dire que dans les années à venir, il y aura d'autres sujets, et après, ce sera le seul, mais il y aura effectivement le sujet Rox, qu'il faudra à un moment dépolluer. Voilà. Est-ce que le terrain militaire, il n'est pas pollué? Parce que Non. Mais attendez, Non. c'est une plaisanterie, c'est pas tout à fait une plaisanterie, parce qu'à l'époque, ils faisaient des combats Stop, c'est pas des balles à blanc, des machins, des trucs, hein. Je sais pas, hein. Non, c'est pas Une question. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais lire les délibérations, et puis on va les voter. J'avais dit que je faisais la conclusion, Monsieur Lamblin, donc j'ai fait la conclusion. Donc, on revient à la première délibération, donc cession du terrain ancien site Fischer. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise la cession d'État des parcelles, la cession à l'État, des parcelles cadastrées, section AV 31, 32, 49, 85, 217, 218, 219, 223, 224, 227, 229, 231 et 232, donc d'une superficie totale de 55 743 mètres carrés. C'est le plan que vous avez vu tout à l'heure. Fixe le prix de cette cession à 836 145 € et autorise donc Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire concernant l'acte authentique à intervenir. Donc, qui est contre... le débat est fini, j'avais prévenu. Non, le débat, j'avais dit que je finissais, donc le débat est fini. J'ai dit la même chose à Jacques Lamblin. J'ai dit que je faisais la conclusion. C'est maintenant, on va voter la délibération. Donc, qui est contre cette délibération? Catherine, sache Monsieur que ce que Talot, tu fais n'est pas correct. j'ai prévenu, je l'ai dit. De Ça n'est toute pas façon, c'est correct. toujours la même chose avec vous. Vous attendez que je fasse la conclusion et vous revenez. La conclusion a été faite, j'ai donné les explications, on va s'arrêter là. Non, tu as fait une réponse à ma question, ça entraîne d'autres interrogations. Eh Tu ben, n'as pas envie de j'ai- répondre, alors je vais te dire, Catherine, Le débat ça va est te clos. permettre de ne pas mentir, De pas? de ne pas répondre. Mais non, il faut arrêter. Bien sûr. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai vu. À chaque fois, c'est la même chose. Vous le faites exprès. Là, j'ai été claire. On va s'arrêter là par rapport aux questions. C'est pas grave. Mais peu importe. Peu importe. Peu importe. J'ai un qui rit. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur L'Huillier s'abstient. Monsieur Talot s'abstient. Donc, elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est l'acquisition du terrain, cette fois-ci. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise l'acquisition auprès de l'État des parcelles cadastrées BT numéro 47 d'une superficie de 23 700 mètres carrés et de la BT 94 d'une superficie de 1143 mètres carrés. Précise que l'acquisition des parcelles BT numéro 47 et 94 est subordonnée à la vente par la ville au profit de l'État des terrains de la zone Fischer, la zone nord du site Fischer. Donc, ce qui veut dire qu'on n'achète pas si on ne vend pas.
fixe le prix de cette acquisition à 372 645 €, précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2025, nature 2111, enveloppe 1943, autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire, notamment l'engagement d'acquérir annexé au présent, ainsi que l'acte authentique à intervenir. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, Monsieur L'Huillier, Monsieur Talot. Donc, elle est votée à l'unanimité. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes, le conseil municipal, parce que c'est effectivement, comme l'a dit Gérald, c'était un dossier important ce soir. La délibération suivante, c'est la demande de subvention pour la mise en place de détecteurs de fuite d'eau, et c'est François Franier qui va la présenter. Merci Madame le maire, bonsoir chers collègues. Cette délibération concerne la mise en place de 2 détecteurs de fuite sur 2 sites communaux, à savoir le complexe Charlebert pour un montant de 6 235 € hors taxe et la salle du réservoir pour un montant de 7 697 € hors taxe. Cette mesure permettra de repérer rapidement toute fuite d'eau et de mieux sécuriser 2 sites majeurs de la ville. Afin que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions financières, la ville sollicitera un soutien au taux maximum des partenaires financiers listés ci-dessous. La région Est pour 40%, l'agence de l'eau 54 pour 40%. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'amélioration de ces bâtiments, de solliciter les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention, d'autoriser Madame le maire à formuler des demandes de subvention pour financer cette opération, d'autoriser Madame le maire à signer toute pièce afférente à l'instruction de cette affaire. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Stéphane de Cugissa, levez la main. C'est pas vraiment des questions par rapport à ça, c'est une demande d'information. Quand on est privé et qu'on a une fuite d'eau, le fournisseur d'eau il a une obligation de prévenance à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est pas pareil au niveau des municipalités. C'est une fuite d'eau venant du toit ou d'ailleurs. C'est pas une fuite d'eau des conduites d'eau. Ok. Hein? Ouais. Mais autrement, c'est pareil. Hein, il y a fameuse règle où. Mais là, c'est des fuites d'eau venant des toits ou d'ailleurs, quoi. C'est pas une fuite d'eau venant du réseau. Si, c'est du réseau. Ah ok. Moi, je crois que c'est une fuite d'eau venant du toit. Ah bah excuse-moi. Alors, vas-y, réponds François. Éteins ton micro. En fait, il y a une loi qui est sortie, enfin, qui existe pour les privés. Quand tu as une fuite d'eau et une surconsommation, tu es tenu d'être informé. Enfin, il y a un devoir d'information du fournisseur envers l'utilisateur et cette obligation fait que déjà, si tu n'es pas facturé et que l'eau qui t'est facturée à plus de 2 ans, elle n'a pas lieu d'être facturée, et sur l'ensemble des fuites, tu n'es pas tenu non plus. Enfin, le fournisseur ne doit pas facturer les taxes d'assainissement sur l'eau perdue en cas de fuite, mais il a une obligation de prévenance. Donc peut-être que c'est différent dans le cadre des entreprises et des communes. Mais... Tu connais la réponse? Normalement, c'est une fuite avant compteur ou après compteur? Après compteur? Bah, avant compteur, c'est à la charge de la commune, enfin du délégataire. Après compteur, bah, c'est à ta charge normalement. Alors. Si? Mais tu peux demander un dégrèvement. Non, en fait, quand il y a une surconsommation exceptionnelle, après le comptage d'eau, il peut y avoir un dégrèvement, c'est de la loi Wartzmann qui fait qu'il peut y avoir un dégrèvement pour que la personne qui a eu une fuite exceptionnelle ne paye pas la totalité de la fuite. Voire zéro. Voilà, oui. Ouais, c'est ça. Ou un étalement. Oui. Non, bah non. C'est pas la même chose pour les collectivités du coup. Mais pour les privés, en fait, c'est entre 2 comptages. Par exemple, s'il y a 1000 mètres cubes de différence par rapport au comptage habituel, là, il y a quelque chose. Voilà. Jacques avait levé la main. Jacques Lamblin. Oui, bah, simplement pour souligner que c'est une mesure intéressante.
la ville de Lunéville, on a un taux de perte d'eau qui est extrêmement faible. On est bien mieux que la moyenne nationale, voire régionale. Mais nettement mieux, hein, on est à 85%, quelque chose comme 86. ça. Hein, voilà. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que depuis des années, systématiquement, on fait attention à ce qui est des détections les plus efficaces possibles. Et cette mesure, elle va dans ce sens-là. Alors, c'est pas dénué d'intérêt, parce que on sait que l'eau, c'est un sujet majeur, et à partir du moment où il n'y a pas de fuite, où on contrôle une adéquation entre la production d'eau potable et la consommation d'eau potable, eh bien, ça va dans le sens de l'histoire. J'ajoute qu'il semblerait qu'il y ait désormais une nouvelle méthode de détection des fuites qui s'appuie sur des systèmes évidemment phoniques, mais qui sont traités, qui sont évalués à partir de systèmes se fondant sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai vu ça récemment, et en gros, c'est quelque chose pour le futur, mais ça veut dire que on place des microphones un petit peu partout sur le réseau, et c'est l'intelligence artificielle qui arrive à dire c'est là qu'il y a une fuite. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, c'est le futur, ça. Je voulais le dire parce que ça m'a intéressé, et puis je pense qu'on arrivera encore à améliorer les choses. Alors même si on est déjà très bien, en faisant ça, on sera encore mieux. Merci, bravo, encore. Monsieur L'Huillier a levé la main, je vous avais pas vu. Mettez le micro, Jacques, peut-être. Non, ça marche pas. Ça y est, ça marche. Alors, c'est après ou avant compteur pour les détecteurs? Après compteur, on est d'accord? Ok, donc, en fait, on voit bien si le compteur il tourne quand c'est après compteur. On est d'accord? S'il y a une fuite après compteur, le compteur il tourne, je vais jusqu'au bout. Moi, je fais le calcul. C'est très terre à terre, hein, ça va être vite fait. 6 et 7, 13. C'est un mi-temps, hein. C'est un mi-temps pour une personne, hein. C'est un mi-temps pour une personne. Avant, je vous rappelle quand même que quand le service des eaux était géré par la commune, il y avait des personnes qui venaient, qui avaient la connaissance des réseaux, qui étaient régulièrement en train de relever les compteurs d'eau, qui regardaient les compteurs d'eau, qui voyaient bien s'ils tournent. S'ils tournent, c'est qu'ils avaient vu qu'il y avait une fuite derrière. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, c'est comme ça. Moi, j'ai rien inventé. Vous non plus, là-dessus. Donc, du coup, plutôt que de mettre 6 et 7, si on se faisait comment? L'investissement, mais en même temps, derrière, il y a du personnel. Hein. Oui. D'accord. Après, s'il vous plaît, c'est moi qui... Oui, mais l'entretien des réseaux. Mais après, on va pas faire un grand débat là-dessus. Parce que de toute façon, on n'est pas d'accord sur la manière de gérer la flotte. Donc, c'est pas la question. La question, c'est qu'à un moment donné, on met de l'argent, alors qu'avant, c'était fait tous les jours, sans problème. C'est tout, j'ai fini. Monsieur Ludwig, alors il faut que... Oui, bonsoir, merci. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a pu chiffrer les coûts de maintenance et d'entretien peut-être de ces matériels? Parce que je présume qu'il y aura peut-être une maintenance préventive à réaliser tous les ans. Est-ce qu'on a pu également chiffrer voilà, ces coûts de travaux? Merci. On vous donnera une information. On ne sait pas. Ouais. On vous donnera l'information. Par contre, Monsieur Villiers, le fait d'avoir mis, par exemple, un détecteur de fuite au réservoir, ça aurait permis la dernière fois d'éviter des travaux conséquents suite à une fuite d'un réservoir d'eau. Donc, si on compte les dégâts causés par cette fuite, par rapport au prix du détecteur de fuite, c'est minime. Puis là, je rappelle que c'est des demandes de subvention. Alors, vous allez me dire, c'est les autres qui payent certes, mais c'est 80% de subvention sur du matériel de très... Allez, 14 000 euros, quoi, j'arrondis, quoi, 13 000 et quelques. Voilà. C'est une demande de subvention. Hein. Je rappelle la délibération. Alors, tu l'avais lu, je crois. Tu l'avais lu? Non. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, autorise Madame le maire à solliciter le soutien des partenaires financiers
citées ci-dessus sollicite les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention. Autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci François. Donc, Monsieur Talot qui lève la main une fois que les 10 questions sont posées. Comme d'habitude, il va falloir respecter un petit peu les règles, comme d'habitude, mais là, je vais vous donner la parole. J'ai levé la main avant. Madame le maire, ce serait bien d'ouvrir les yeux. Bah, oui, ce serait bien de... Bon. Ouais. J'ai une question toute simple. Non, les attaques ad hominem, Catherine. J'entends pas la question, en fait. Ouais, tu vois rien, t'entends pas. Bah, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Hein. Ah oui, surtout avec parler dans le micro et puis. Heureusement que tu cherches pas un mari. Hein. Oh bah, surtout pas vous. Ça devient, ouais, ça devient un peu pénible. J'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé les attaques ad hominem. Alors, je voudrais entendre la question. Si tu veux. J'ai une question, et Nolan, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais taisez-vous, on n'entend pas. Il est question d'aménager 2 bâtiments. Est-ce à dire que les autres bâtiments municipaux sont équipés ou qu'ils vont l'être? Les bâtiments, ils le sont, en fonction déjà de leur consommation d'eau. Déjà, parce que s'ils ont une petite consommation, petite fuite, d'accord? Ok. C'est la réponse de François. Alors, on va pouvoir voter cette fois-ci. Donc, qui est contre cette demande de subvention, qui s'abstient, et voter à l'unanimité. Alors, affaires scolaires, je vais donner la parole à Jonathan Auvillers. Merci Madame le maire. Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'État des contrats d'association à l'enseignement public, conformément aux articles L442-5 et L442-5-1 du Code de l'éducation. Ces articles prévoient que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondant à l'enseignement public. En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune siège de l'établissement doit donc participer aux frais de fonctionnement de l'école privée pour les élèves domiciliés sur son territoire. Depuis le 1er septembre 2019 et la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire à 3 ans, ce financement est obligatoire pour les classes élémentaires, mais également pour les classes maternelles. Le regroupement des écoles privées Notre-Dame et Jeanne d'Arc a donné naissance à une seule entité dénommée Sainte-Anne à la rentrée 2024. Les critères d'évaluation du forfait communal et l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la ville pour les classes maternelles et élémentaires publiques, cette évaluation a été faite conformément notamment à la liste des dépenses éligibles au forfait communal visée par la circulaire 2012-025 du 15 février 2012. Par convention, la ville de Lunéville s'engage à participer, à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, au financement de l'école privée Sainte-Anne pour une durée de 3 ans. Les modalités de calcul de l'aide financière apportée est définie dans la convention en pièce jointe. Le montant du forfait communal sera révisé annuellement et fixé par délibération. Par exemple, pour l'année scolaire 2024-2025, la participation financière de la ville par élève est de 1 076 € par élève de maternelle et 420 € pour les élèves élémentaires. Cette convention, nous l'avions déjà prise il y a quelques années, il y a 3 ans exactement, et elle parlait de l'école Notre-Dame et l'école Jeanne d'Arc, qui étaient les 2 écoles privées sur le banc communal à cette époque. Il convient donc ce soir de repasser une convention pour l'école Sainte-Anne, qui est donc issue de la fusion des 2 écoles précitées. Pour mémoire, les coûts de scolarité qui vous ont présentés ce soir, en fait, nous les avons votés au Conseil de janvier dernier. Sont révisés chaque année, car en fait, ce sont nos charges fixes divisées par le nombre d'élèves fréquentant nos écoles. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Alors, Madame Bertozzi et Monsieur Talot, ensuite. Oui, une remarque pour dire que je déplore l'idée qu'on finance l'école privée, alors qu'il y a des écoles publiques à Lunéville, des écoles publiques où il y a des enseignants de qualité, un enseignement de qualité, et que je trouve dommage qu'il y ait une école privée et surtout qu'on la finance. Voilà. Ça, c'est juste une remarque.
Sinon, je voulais revenir, parce que j'ai été un petit peu quand même choquée par les propos de Monsieur Talot. J'ai pas bien compris sa remarque, je ne sais pas si vous l'avez comprise. Voilà, enfin bon, il y a peut-être rien à comprendre d'ailleurs, mais je trouve déplorable que dans cette enceinte, on puisse encore faire ce genre de remarques en 2025. Voilà, c'est tout. Eh ben, je vous remercie, Madame Bertuzzi, au moins. Je vous remercie. J'apprécie votre. Alors, moi, je vais répondre sur votre question par rapport à l'école privée. C'est une obligation. On n'a pas le choix à partir du. Voilà, on n'a pas le choix à partir du moment où il y a une école privée sur le banc communal. Ce qui veut dire que l'on paye, vous avez les montants, 1076 € pour un enfant d'école maternelle et 420 pour un enfant d'école élémentaire. Pour les petits Lunévillois uniquement, bien évidemment, qui sont donc à l'école Sainte-Anne aujourd'hui. Moi, ce que je regrette, et ça, je le dis, c'est que la ville de Lunéville qui paye parce que l'école est sur le banc communal. Vous avez d'autres petits élèves, ou un peu plus grands, dont les parents n'habitent pas à Lunéville, et là, les communes ne payent pas. Et donc, ce qui pourrait, si tout le monde mettait un peu la main à la pâte, que ça réduise aussi le coût pour la commune. Voilà, il en est de même, je le rappelle, parce que ça, c'est aussi important de le rappeler, que pour les bus de la région, les petits Lunévillois ne sont pas transportés par les bus de la région parce que les lycées sont sur le banc communal, ce qui veut dire que les communes qui sont plus proches du lycée, elles, les enfants sont transportés alors que les petits Lunévillois sont transportés. Ça aussi, c'est comme ça, mais je me permets de le rappeler parce que ça aussi, il faut le retirer, quoi. Voilà. Monsieur Talot. Je présente mes excuses à toute la gent féminine de cette assemblée, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui peuplent la surface de la Terre. J'avais oublié une chose, c'est que si on peut rire de tout, c'est pas forcément avec tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a une question. Je réponds à Nolan, il ne fallait pas m'attaquer. J'ai considéré les propos de Madame Paillard comme une attaque ad hominem. J'y ai répondu peut-être avec excès. Je viens de présenter des excuses. C'est bon. Pour moi, l'incident est clos. Maintenant, sur l'école. Oui, il y a une école privée. C'est obligatoire et on est obligé de le faire. Je ne commenterai pas sur l'existence de cette école privée. En tout cas, je ne dirai pas que c'est dommage. Moi, j'attaquerai un autre point sur l'article 3, le coût par élève. Les modalités du calcul du coût d'un élève public sont annexées à la présente convention. Je ne l'ai pas trouvé dans la convention. Je ne sais pas où est ce mode de calcul. Tu peux l'expliquer. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, monsieur Tal? Alors, en fait, c'est simplement l'ensemble des coûts qui sont supportés par la commune en charge de fonctionnement, c'est-à-dire les fluides, le chauffage, l'électricité, les frais de personnel qui sont induits, et c'est pour ça que le coût de par élève est plus important pour les élèves de maternelle, parce que c'est la mise à disposition des ATSEM pour les classes de maternelle. C'est l'ensemble aussi du financement du matériel informatique qu'on met à disposition des écoles, le financement d'un certain nombre de projets, le crédit pour les équipements scolaires, un crédit de 37 € qu'on met à disposition par élève. C'est les crédits pour les sorties de classe, c'est les crédits pour les fêtes de fin d'année, c'est les crédits que nous mettons en place pour les différentes manifestations que nous mettons à disposition dans les écoles. Nous ne manquerons pas, bien sûr, Monsieur Talot, de vous retransmettre exactement cette annexe qui a été oubliée, sûrement un problème informatique, mais en tout cas, les modalités de calcul se trouvent dans la délibération du mois de janvier qui nous permet de calculer le coût par élève que nous votons chaque année. Mais ça vous sera transmis dans les plus brefs délais. Et les coûts sont aussi sortis du compte administratif, je le rappelle.
Ça, c'est quelque chose, on calcule un coût du compte administratif. Monsieur L'Huillier. Alors, moi, je m'associe aux propos de Barbara sur l'ensemble de son intervention, bien sûr. Mais sur le fait du financement de l'école privée, il y a pas, ce que vous citez, c'est exact, hein, mais il y a aussi toutes les infrastructures qui sont souvent mises à disposition des villages. Je vous ai interpellé lors d'une assemblée générale, je ne veux pas dire d'où, mais bon, voilà. Et en fait, les Névillois représentent une certaine partie des gens qui pratiquent le sport, par exemple, mais pas que les Névillois. Moi, j'aurais aimé, du temps du mandat, qu'on puisse porter cette question au niveau de la CCTLB. Comment on peut faire pour que ce soit pas que les Névillois qui supportent l'ensemble des infrastructures pour les gens des villages voisins, non pas pour les démunir, mais au moins pour qu'ils participent. Il y a des moments. Voilà. Je vous laisse libre de vos propos. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Tu lis le projet de délibération? Alors, juste avant de lire le projet de délibération, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Bertozzi, sur la qualité et l'engagement des enseignants dans les écoles publiques de la ville. Et ça fait 6 ans que je travaille main dans la main avec eux pour améliorer les conditions d'enseignement, en tout cas ce qu'il est possible pour faire au niveau de la ville pour nos écoles. Oui, merci de le préciser, parce que je voulais le dire à la fin, mais tu m'as demandé. Comme quoi, les grands esprits, Madame le maire. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve la convention avec l'OGEC Saint-Pierre-Fourrier correspondant au financement de l'école privée Sainte-Anne. Autorise Madame le maire à la signer. Autorise Madame le maire à solliciter toute demande de subvention, notamment auprès du rectorat, dans le cadre des attributions de ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. Autorise Madame le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Autorise le versement à l'OGEC Notre-Dame Saint-Pierre-Fourrier des subventions prévues dans la convention. Merci, merci Jonathan. Donc on va voter cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Edith Bagarre va nous quitter. Elle a donné son pouvoir à Gérald Bardot. Donc, et c'est à Gérald Bardot que je donne la parole. Merci. Bien, ça concerne le versement d'une subvention d'équipement au Lunéville Roller. La ville de Lunéville met à disposition des associations sportives, des établissements scolaires et autres structures, notamment, bien sûr, puisque c'est le cas là ce soir, le gymnase de la Barolière. Le Lunéville Roller, utilisateur associatif de ce gymnase, projette de développer une section roller hockey, discipline en plein développement au niveau national. La création et l'avenir de cette section sont conditionnés par la mise en place d'un revêtement de sol permettant de pratiquer cette activité en toute sécurité. En effet, le sol de ce gymnase de la Barolière est en macadam et l'achat d'un sol fait de dalles plastiques emboîtables comme un puzzle semble une solution qui permettra au club de créer la section mais aussi aux autres associations de maintenir leur activité et organisation. Le montant prévisionnel de la dépense est de 34 227 €. Le club a sollicité la ville pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € pour aider au financement de ce matériel. L'association a également déposé des demandes de subvention auprès d'autres partenaires financiers, notamment la région Grand Est, le Fonds d'aide au développement de la vie associative pour réaliser cette opération. Afin de soutenir le Lunéville Roller dans ce projet d'investissement qui profitera à tous les utilisateurs, la commission propose de verser au club une subvention de 10 000 €. Je pourrais répondre à vos questions si le besoin s'en fait sentir. Merci Gérald. Alors, il y a Michel Bush qui a levé la main. Merci Madame le maire. Juste une question au sujet du sol qu'ils vont remettre là. Donc le club de roller participe à l'achat. Ah bien d'accord. Est-ce que les autres associations pourront courir dessus ou pourront aller dessus, courir, ou il est démontable? Ouais.
quelques questions. Moi, je vais répondre sur le financement. Et Gérald répondra sur la technique du matériel, on va dire. Sur le financement, en fait, il y a un coût pour développer ce que Gérald a dit, hein, pour faire qu'ils aient une nouvelle activité, le roller, avait besoin d'un sol plus adapté que le sol d'aujourd'hui. Le montant, vous l'avez, hein, c'est 34 227 €. Si c'est la ville qui avait acheté ce matériel et demandé des financements, on n'aurait jamais eu les 25 000 € que le roller a eu. Donc, en contrepartie, on donne 10 000 € au roller pour que ça ne leur coûte rien. Donc, voilà. C'est 28 000. Voilà. Donc, voilà, c'est la subvention roller, elle est pour ça, pour pas que le club dépense pour un matériel qui ensuite va pouvoir être utilisé par d'autres clubs. Ça va pas être, c'est dans le deal qu'on a. Ils s'occupent d'aller chercher les subventions parce que les clubs sportifs ont aujourd'hui, comme on l'a fait pour les tapis du judo en délibération de juin ou juillet. En fait, les clubs ont aujourd'hui beaucoup plus de subventions que les collectivités. Et en contrepartie, nous, on les aide avec une subvention pour que le club n'ait rien à payer. Mais bien évidemment, ce matériel est utilisable pour plein d'autres sports et donc peut être déclipsé pour s'il y a une manifestation. J'avais expliqué, s'il y a besoin, il peut être déclipsé pour une manifestation pour que les 10 tapis ne soient pas abîmés. Tu veux rajouter quelque chose sur les tapis? Donc, si on parle du judo, par exemple, ça a permis de réaliser une surface de 240 mètres carrés à peu près, total de tatami. Si on avait fait nous-mêmes les subventions, on n'aurait pas eu d'aide, il aurait fallu le faire en 3 phases, donc 3 ans. Là, ils ont eu en une seule fois la totalité grâce aux aides. On a aidé, enfin les services municipaux les ont aidés à monter les dossiers, donc c'était tout bonheur. Là, comment ça s'est passé? Pour le roller, c'est déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est encore une activité de plus dans le panel offert par nos associations sportives. Il ne faut pas l'oublier. À Lunéville, on est une des villes moyennes où on a quand même la taille humaine, où on a quasiment 43-44 associations de sports différents, de tout. Donc c'est vraiment superbe. Donc c'est la première chose. Pour le sol, pour répondre déjà à une première question aussi, qui est sous-entendue, je pense, en donnant cette subvention, non, le club n'a pas à payer pour le sol. C'est ce qu'on désire. Parce que si le club prenait parti, avait fait les subventions et payait l'autre partie du sol, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'était le sol du club. Non, voilà, c'est un sol de la ville de Lunéville. C'est-à-dire avec des conditions, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça veut dire des pratiques qui peuvent se faire, c'est-à-dire comme quand il y a des braderies d'associations, comme quand il y a... en plus, le roller sur le sol, pensez bien que le sol, s'il résiste au roller, il va résister. Et quand il y aura des manifestations où il y a besoin, on mettra des tapis en dessous des tables et des chaises, mais voilà, ça s'arrêtera là. Mais on continuera à faire des manifestations de toutes sortes, comme il y a le futsal de mars de novembre à mars, voilà. Comme il y a le FAS, comme il y a les écoles, comme il y a plein d'autres associations. Les dalles, c'est du style mat, c'est 1,3 cm d'épaisseur, ça bougera pas. Mais s'il y a vraiment une manifestation qui ne s'y prête pas, effectivement, on défait le puzzle et après, on remet le puzzle. Après, il y aura d'autres coûts, c'est pour ça qu'on donne 10 000 € là, mais là, ça sera aussi à eux à ce moment de s'appliquer, parce qu'il faut des protections. Voilà, on ne va pas l'oublier. Voilà, vous avez à peu près la totalité de tous les éléments. Bon, il y a Benoît Talot qui voulait faire une pause. Monsieur Talot, vous aviez levé le doigt. Et je ne critique pas le bien fondé de la réfection du sol, je m'interrogeais sur la solution adoptée en l'occurrence.
Les dalles de PVC emboîtables me semblent fragiles. Alors, je ne les connais pas toutes, mais celles que je connais me semblent fragiles pour une utilisation avec des rollers. Donc ça risque d'engendrer des coûts d'entretien et de réfection. N'y aurait-il pas eu une autre solution, quitte à ce qu'elle soit légèrement plus chère, mais qu'il soit plus pérenne? Avez-vous essayé de trouver une autre solution? Alors, le roller a travaillé bien évidemment avec le service des sports. Ils sont déplacés dans différents endroits pour voir ce qui existe. Et puis, après des visites, alors je ne sais pas si tu y as été, mais le service, donc Gérald, le service des sports et les membres de l'association ont validé ensemble, en fonction de l'expérience de d'autres collectivités, le matériel. Voilà. Après, moi, je suis pas une spécialiste ni en tapis ni en roller, mais en tout cas, ça a été validé et par le service des sports et par le roller et avec l'expérience d'autres collectivités. Donc, on peut imaginer que les membres du roller et les membres du service de sport et l'adjoint ont choisi le matériel pour que ce soit le plus efficace possible et que ça perdure le plus longtemps possible. Attends, il y a Monsieur Lhuillier, puis Moi, je suis pas un grand connaisseur de roller, mais quand même, je suppose que les gens qui s'intéressent et qui gèrent le club connaissent quand même les sols. C'est comme si à un moment, tu allais me dire qu'il faut que je mette dans ma carrière, alors que tu montes pas à cheval. Ah, moi, je considère que les gens qui font du roller, il y a le sol est adapté à sa première chose. Et puis en même temps, on a quand même une gamine qui a été sacrée ce week-end. Je crois que c'est championne d'Europe, il me semble. Et donc du coup, oui, effectivement, s'il y a un sport qui se développe, il y a un réel besoin. Moi, Gérald, je suis 100% pour le développement du sport à Lunéville, et y compris du roller. Alors, Gérald Bardot voulait rajouter quelque chose. Oui, juste pour rassurer Benoît Talot, c'est sûr que le sol a été déjà moultes années pratiqué ailleurs. Donc c'est un sol qui est Stillmat, c'est vraiment une marque qui se prête absolument à cela. Il n'y aura pas de problème de dégradation. Le coût, on avait envisagé, mais le coût de faire un autre vêtement, alors là c'était plus de 34 000 euros, il fallait multiplier par 5 ou 6. Donc c'était absolument impossible. Et puis après ça pouvait plus bouger. Or ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit amovible si le cas échéant, s'il y avait besoin. C'est tout ça qui fait que voilà. Je peux faire Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques concernant cette délibération? Non. Donc Gérald va nous lire le projet et ensuite on va voter. Si le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 10 000 euros au Lunéville Roller, précise que le versement de cette subvention est conditionné à la présentation d'une facture des achats auprès du service des sports. Autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci Gérald. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Politique de la ville, je vais donner la parole à Colette Mansuy. Merci Madame le maire. Alors, il s'agit du renouvellement de la convention pluripartenariale de l'éco-appart. Ce projet est issu des programmes Habitat de l'ex-communauté de communes du Lunévillois et de la ville de Lunéville ayant trait au logement, notamment du programme national de rénovation urbaine mené entre 2009 et 2017 et de l'OPHRU mené sur le centre ancien de Lunéville de 2010 à 2015 et procède de l'identification des difficultés des ménages concernés par le plan de relogement autour de la précarité énergétique, des situations budgétaires dégradées, du savoir habiter. Plus largement, ce projet est renouvelé pour donner suite aux actions développées depuis 2019. Depuis le 1er janvier 2016, l'EcoAppart est devenu une association. Le projet est soutenu par un engagement technique et financier des partenaires. Au vu des différents résultats présentés en copile et du travail réalisé,
Les partenaires ont décidé conjointement de soutenir ce projet sur une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention. Vous avez la convention qui est jointe avec tous les détails. Merci Colette. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Jacques Lamblin. Je voudrais saluer cette continuité aussi parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, cette affaire d'EcoApart. Ça existe depuis une quinzaine d'années et ça a beaucoup d'intérêt. En effet, pour les publics concernés, c'est à la fois un organisme de formation, de prise de conscience, on apprend aux personnes qui sont quelquefois défaillantes comment gérer un budget, et pas seulement comment faire la cuisine, mais il y a aussi la gestion du budget, les factures d'énergie, etc., etc. C'est très pratico-pratique et c'est très utile pour les familles qui en bénéficient. Enfin, moi, j'ai participé assez régulièrement aux réunions il y a une dizaine d'années et j'étais assez intéressé d'une part et je trouvais que c'était performant, très utile. Et c'est bien de continuer dans cette direction, car sur le plan social, c'est pas une histoire de distribution d'argent, c'est l'histoire d'apprendre à un certain nombre de personnes comment bien dépenser son argent. C'est pas exactement la même chose. Et c'est en ce sens que sur le plan éducatif, sur le plan de la formation, il y a intérêt à continuer dans cette direction. Merci. Arrête ton micro. Merci Jacques. Monsieur Valois, excusez-moi, je gère les micros de mes adjoints. Oui, merci. Alors, pour une fois, je serais vraiment d'accord avec Monsieur Lamblin par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà. C'est pas souvent, vous avouerez, c'est pas souvent. Belle soirée de cohésion. Cette soirée. Cela dit, blanche, hein. Si l'action, et plus sérieusement, si l'action de l'EcoApart vis-à-vis de l'ensemble des Lunévillois qui, d'ailleurs en difficulté ou non, ont besoin de se renseigner sur comment effectivement faire des économies d'énergie très concrètement, ou comment effectivement économiser l'eau, entre autres, si ces actions sont aussi importantes, vous nous proposez une convention pluripartenariale, triennale, pour 1 500 € de subvention par an. Vous avouerez que c'est quand même justement une somme qui est assez peu à la hauteur de l'enjeu et de l'importance que cette association porte comme mission sur notre ville. Donc voilà, je tiens à le souligner. Évidemment, on votera bien volontiers cette convention, mais je trouve que c'est une modeste, très modeste contribution. Moi, je trouve que la ville de Lunéville pourrait apporter une subvention plus importante à l'EcoApart. Alors, je vais répondre là-dessus parce que le CCAS est aussi signataire, partenaire. Le CCAS donne également. Je rappelle que les fonds du CCAS, c'est les fonds de la ville de Lunéville. En plus, l'EcoApart ne se concentre pas qu'aux Lunévillois habitant Lunéville. Se concentre vraiment et va de plus en plus loin. Moi, j'ai fait un point avec la nouvelle présidente avant l'été. Il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur de la ville. Et c'est parfait, c'est l'idée, il n'y a pas de souci. Et puis, on les aide aussi sur d'autres... voilà, s'ils ont besoin, on a une imprimerie municipale, comme vous le savez tous, s'ils ont besoin, on imprime aussi. Enfin, voilà, ça c'est l'aide financière, mais il y a aussi beaucoup d'autres appuis. Le CCAS, plus toute une partie, chaque fois, mais comme toutes les associations, quand ils ont besoin de logistique, on les aide également pour leurs manifestations. Je tiens à le préciser également. Et juste, je pensais que Jacques Lamblin avait fait référence à ça. Avant le 1er janvier 2016, ça avait été mis en place par Bernard Recouvreur, qui était ancien adjoint donc aux affaires sociales. Et ensuite, pour que ce soit plus justement indépendant et qu'on puisse accueillir à l'EcoApart des non-lunévillois, signer des conventions avec le département, l'OPH, etc., ça a été créé en association.
Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? Mais c'est l'occasion, enfin, j'en profite là, du conseil municipal aussi, de ne pas hésiter à faire appel à l'éco-appart parce que c'est très, très intéressant. Bien, donc on va voter cette délibération qui est contre. Ah, pardon. Excusez-moi, lis le projet de délibération. Projet de délibération, le conseil municipal autorise le maire à signer la convention pluripartenariale Eco-Appart ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. S'engage à inscrire la somme de 1 500 € au budget primitif 2025 à 2027. Merci Colette. Donc, on va pouvoir voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, la suivante, c'est moi qui vais vous la présenter. Donc, en fait, comme c'est écrit au début du dossier, suite à la délibération, donc on a voté en juin 2025 concernant donc l'avance de trésorerie qui est accordée au CCAS. La trésorerie nous a informé qu'en plus donc de la délibération, il fallait donc repasser une délibération d'ordre budgétaire pour que l'on puisse ouvrir les crédits. Bien évidemment, les crédits sont au budget. Donc c'est vraiment une délibération technique. J'en profite parce que c'est pour faire l'avance de trésorerie au CCAS pour financer payer les entreprises qui ont fait les travaux à Ménil, en attendant que le CCAS obtienne les subventions qu'il devrait obtenir avant la fin d'année. Donc c'est vraiment une avance de trésorerie. J'en profite pour rappeler que Ménil est ouvert depuis le 1er août, se remplit, et que les prestations sont conformes à ce que l'on attendait. Donc, ce que je voulais en profiter. Alors, le projet de délibération, c'est le conseil municipal adopte la décision modificative suivante, telle que détaillée ci-dessous. Investissement en dépenses, donc 600 000 €, donc avance de trésorerie au CCAS, et en recettes, donc 600 000 € qui est l'avance de trésorerie au CCAS. Bien évidemment, le CCAS aura une délibération au prochain conseil d'administration, comme quoi elle accepte l'avance. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je ne pense pas que ça suscite. Donc on va voter. Qui est contre cette avance de trésorerie? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La dernière délibération, c'est Fêtes et manifestations. C'est Jacques Lamblin qui va nous la présenter. Donc c'est une délibération de subvention. Donc l'Office des fêtes de Lunéville porte au sein de son association la cour de Lunéville que chacun d'entre vous connaît ici depuis longtemps. Lors de la célébration du tricentenaire du mariage de Marie Legzinska et de Louis XV, qui a eu lieu le 15 août dernier dans le parc des Bosquets, les membres de la cour de Lunéville ont participé à ce temps de célébration. Afin de couvrir les frais liés à l'entretien des costumes, l'association sollicite une subvention exceptionnelle de 100 €. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 100 € à l'Office des fêtes de Lunéville pour la cour de Lunéville. Je suis heureux d'avoir présenté cette délibération dont l'importance sur le plan financier ne vous échappe pas. Pour la cour. Non, mais au-delà pas de la plaisanterie, mais en fait, au-delà du sourire, je voudrais dire que cette cérémonie, sur le plan historique, elle n'est pas négligeable, surtout à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Je parle des relations entre la France et la Pologne. À l'époque, donc, Marie Legzinska, la fille de Stanislas, a épousé Louis XV. Et ça laisse des traces historiques qui sont encore très vivantes aujourd'hui, puisque à cette commémoration qui s'est déroulée alors que le mariage avait eu lieu à Strasbourg, dans la cathédrale de Strasbourg, on a pu obtenir que l'anniversaire de ce tricentenaire se déroule à Lunéville, ce qui était quand même satisfaisant pour notre ville. Et ça a franchi l'histoire.
Et aujourd'hui, s'il y a des relations franco-polonaises qui sont solides, c'est l'histoire qui en est la cause. Alors, depuis cette époque, mais évidemment, malheureusement, il y a eu aussi les événements du XXe siècle avec les deux guerres mondiales qui ont aussi contribué à consolider ces liens. Et ces liens, il me semble que dans l'époque dans laquelle nous sommes précipités actuellement, donc il y a des relations solides entre la Pologne et puis l'ouest de l'Europe, dont la France, ça n'est pas négligeable. Je ne citerai pas de cible particulière, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà ce que je voulais dire, c'est important. Merci Jacques. Catherine Duchesne. Il faut que tu éteignes ton micro, Jacques. Merci. La Cour de Lunéville vous remercie pour cette demande de subvention. Et étant moi-même membre, je ne participerai pas au vote. Merci Catherine, t'as raison. Alors, tu nous remercieras quand tout le monde aura voté. Monsieur L'Huillier voulait poser une question. Moi, je voudrais remercier Jacques Lamblin pour ce joli cours d'histoire et en même temps vous dire, eh ben, je suis heureux que le royalisme étant fait avancer notre pays pendant de nombreuses années. Bien, donc, alors, on va voter si vous voulez bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Bah écoutez, je vous remercie et donc Catherine, tu pourras informer la Cour et du coup, voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.